L'audience est reprise. Monsieur Chessel, vous avez donc la parole. Kada su neke lokacije. Accusé. Quand, sur décision de la Chambre de première instance, certaines localités ont été retirées de l'acte d'accusation, le procureur a reçu l'autorisation concernant ces mêmes localités de présenter des éléments de preuve concernant soit l'entreprise criminelle commune, éventuellement, soit la ligne de conduite délibérée. Cependant, l'accusation concernant ces localités s'est contentée de présenter des éléments de preuve ayant trait aux faits incriminés. Or, en application de la décision de la Chambre, ceci n'était pas autorisé. Et sur la base de ces éléments de preuve ayant trait aux faits incriminés, ce qu'essaie de faire l'accusation, c'est de tirer des conclusions a posteriori. Cependant, le recours à ces localités ne permet ni d'établir l'existence d'une entreprise criminelle commune, ni, enfin pas plus qu'il ne permet de confirmer qu'il y ait eu systématiquement des crimes commis par les forces serbes en différentes localités. Voyons la Slavonie occidentale et ce qui s'est passé. Il y a eu une rébellion du peuple serbe contre les autorités de Tudjman en raison des droits des Serbes qui avaient été foulés aux pieds. Ceci s'est passé tout à fait spontanément, ce soulèvement. Il était également causé par les menaces pesant sur les Serbes en raison de l'insécurité, de l'atmosphère de peur qui régnait, etc. Et cette révolte serbe durait déjà depuis 2 mois, et un peu plus même, avant que n'arrivent sur place les premiers volontaires serbes. La JNA ne disposait pas d'effectifs qui lui auraient permis de couvrir l'ensemble de ce territoire. C'est pourquoi on y a dépêché des volontaires. Les volontaires ont été dépêchés depuis la caserne de la JNA située à Bubanj Potok. Ils avaient déjà été fournis en uniforme et en armes. Et les autocars qui les transportaient avançaient en convoi et étaient escortés par la police. Les volontaires du SRS ont là-bas combattu courageusement et il n'y a pas le moindre élément de preuve indiquant que l'un quelconque d'entre eux aurait commis le moindre crime. Le procureur a cité à la barre de faux témoins, y compris des témoins qui étaient employés par les autorités de la région autonome serbe de SBSO. Et vous avez pu voir de quelle façon j'ai discrédité ces témoins, la façon également dont j'ai établi des liens entre certains de ces témoins et certains crimes. Puisqu'il s'agissait de témoins protégés et que je ne peux pas maintenant citer leur nom, je ne vais pas le faire, mais j'espère que vous vous rappelez de qui il s'agit. Et j'espère que vous vous rappelez de qui il s'agit. Donc, moi, je ne me rappelle pas les noms de code parce que d'habitude, les gens qui retiennent facilement les chiffres sont des gens bêtes. Les crimes se sont produits de façon spontanée après la grande offensive des Croates, pendant laquelle la JNA était restée les bras croisés. Les crimes de Vocin, eh bien, vous avez pu voir que les Croates eux-mêmes ont identifié les auteurs de ce crime. Le procureur lui-même a fait visionner un enregistrement vidéo dans ce prétoire où l'on entend un officier croate dire que ce sont les aigles blancs qui ont commis le crime de Vocin.
cela n'empêche pas le procureur d'affirmer ensuite que les auteurs de ce crime étaient les hommes de Shechel, les Shechelevtsi ou les volontaires du SRS. Comment est-ce possible? Le procureur avance comme un fait que j'aurais été présent sur place et il parle également d'un enregistrement vidéo. Il a expliqué de quelle façon nos volontaires à Vukover auraient porté des casques et qu'ils auraient collé des insignes de l'aigle blanc à la place de l'étoile rouge à 5 branches. Alors, est-ce à dessein ou par hasard et par ignorance? Le procureur mélange tout. Il mélange le symbole de l'aigle blanc d'une part, et d'autre part, l'organisation paramilitaire des aigles blancs. L'aigle blanc est le symbole de l'État serbe depuis le Moyen Âge déjà, tel qu'il a été repris de la tradition byzantine. L'aigle blanc à 2 têtes était l'insigne qui figurait sur les uniformes serbes dès le XIXe siècle, lors des guerres balkaniques, lors des 2 guerres mondiales. C'était l'insigne de l'armée royale sous Draža Mihailović. Et aujourd'hui même, l'aigle blanc à 2 têtes est l'emblème de l'État serbe. Il figure sur le drapeau officiel de la Serbie. Alors, est-ce qu'on a affaire là à l'organisation paramilitaire des aigles blancs? À Benkovac, ce que je fais, c'est que j'explique à nos volontaires et aux autres combattants présents ce qu'il en est. Alors, ce que je disais que lorsque les gens m'écoutaient, lorsque je parlais et que les autres se taisaient, alors le procureur essaie de dire que cela atteste de mon autorité de dirigeant, mais moi, depuis tout petit, j'ai une certaine autorité depuis les jeux d'enfants jusqu'à l'âge adulte, en passant par l'école primaire. Et moi, ce que j'ai fait à Benkovac, c'est expliquer aux combattants qu'il était indispensable pour eux de porter des casques, parce que en Dalmatie, tout particulièrement, à Benkovac, dans toutes les régions du Karst, il y a de nombreux combattants qui ont péri et ont été gravement blessés par des éclats d'obus qui avaient touché des roches, ou plutôt par le fait que l'explosion d'un obus avait provoqué des éclats de roches qui les avaient ensuite blessés. Alors, ils ne voulaient pas porter de casque en raison de l'étoile à 5 branches, et je leur ai dit, eh bien, collez l'insigne de l'aigle blanc à 2 têtes sur les casques et portez un casque. Et moi, je portais un tel casque dès le début. Enfin, dès le moment où des officiers m'ont expliqué quelles étaient les conséquences négatives que pouvait avoir parmi les soldats le fait de ne pas porter un casque. Et à présent, le procureur essaie de se fonder là-dessus pour faire un amalgame entre les volontaires du SRS et les aigles blancs. Il y a eu des aigles blancs sous le commandement de la JNA aux côtés de nos volontaires dans la libération de Zvornik. Eux aussi étaient des aigles blancs, ils sont arrivés de Kraljevo et ils ont poursuivi jusqu'à la chute de Kulagrad. Ensuite, ils se sont dispersés, certains sont rentrés chez eux, d'autres sont allés rejoindre les rangs de différentes unités, et à partir du 26 juillet, il n'existe plus aucune unité à Zvornik portant le nom des aigles blancs. Alors, excusez-moi, mais non, c'est bien Zvornik. À Vochine, il y a eu explosion de l'église catholique, mais elle a explosé parce qu'elle abritait un entrepôt de munitions. Elle était abandonnée, quelqu'un a décidé qu'il fallait y mettre à l'abri une grande quantité de munitions, et au moment de l'offensive croate, peut-être un obus a-t-il touché cette église, ou peut-être quelqu'un a-t-il fait sauter
à dessein cette église. En tout cas, elle explosait. Alors, était-il autorisé d'entreposer des munitions dans un édifice du culte? C'est une question différente. Mais en tout cas, c'est là la raison pour laquelle cette église a explosé. Les volontaires du SRS n'étaient même pas présents à cet endroit. Ils ont opposé une résistance absolument décisive dans un village qui a une importance stratégique, le village de Machichka-Shagovina, et en assurant la défense là-bas, les volontaires ont permis l'extraction de tous les civils serbes. À Machichka-Shagovina, en une seule journée, 11 volontaires du SRS ont trouvé la mort. Plusieurs ont été blessés et faits prisonniers. Et ceux qui ont été faits prisonniers, bien qu'ils aient subi toutes sortes de sévices dans les cachots croates, ont été ensuite libérés et pas un seul d'entre eux n'a fait l'objet de poursuites. Donc il n'y a pas de ligne de conduite délibérée à partir de laquelle il vous serait possible de conclure que les volontaires ont été dépêchés pour commettre des crimes, qu'ils ont commis des crimes, que moi je les incitais à commettre ces crimes, que j'aurais apporté mon assistance à la commission de ces crimes. Rien de tout cela. Il n'y a tout simplement aucun point de contact entre les volontaires et les crimes. La question de Chamatz. Il est arrivé à Chamatz un groupe de soldats qui étaient venus d'un centre d'entraînement à Paizosh. Ils sont venus par des hélicoptères ou à bord d'hélicoptères de la JNA. Parmi eux, il y avait Srečko Radovanović, surnommé Debeli. Il y en avait 2 ou 3 autres de ces volontaires à nous qui avaient fait leurs preuves dans les combats en Slavonie. Mais ils ne sont pas venus comme unité de la JNA. Ils ne sont pas venus comme unité du Parti radical serbe non plus. Ils sont arrivés en tant qu'unité de la JNA, faisant partie du 17e groupe tactique. Et c'est en tant que tel qu'ils sont battus à Chamatz. Et Srečko Radovanović, on ne peut pas lui reprocher la perpétration de quelque crime que ce soit. Ce qu'on attribue à Lugar est probablement exact. Mais Lugar, il est mort depuis longtemps. On ne peut pas l'interroger. Mais à l'époque, Lugar n'était pas membre du Parti radical serbe. Il ne l'est devenu que plus tard. Et très vite, très peu de temps après, en 1993, on l'a exclu parce qu'il a collé une gifle au président du comité municipal du Parti radical serbe à Kragujevac, M. Jovo Savić. Et toute la ville sait que Jovo Savić était président de ce SRS à Kragujevac et que Milko lui avait collé une gifle et c'est la raison pour laquelle on l'a éloigné. Alors on va écrire autre chose, mais que voulez-vous que j'en fasse? Moi, ce qui importe à mes yeux, c'est ce qu'en pense Kragujevac, ce que pensent d'autres villes en Serbie, où les gens sont au courant des événements qui se sont produits. Pour ce qui est de Brčko, nous n'avons pas du tout envoyé de volontaires de Belgrade à Brčko. Il y avait Mirko Blagojević qui était là-bas avec des volontaires du Parti radical serbe de Bijeljina une fois que Bijeljina a été libérée. Mais on ne peut attribuer aucun crime à Mirko Blagojević. Qui plus est, il est venu au campement où il y avait eu des prisonniers de guerre. Il a demandé un certain nombre de prisonniers pour les échanger contre des combattants à lui, même des combattants qui avaient été tués. Et il y a un bordereau de signer à cet effet. Et il a même apporté des biscuits aux soldats musulmans. Il les a bien traités. Et quelqu'un, le soir, est venu pour malmener ces musulmans. Et on tire la conclusion qui est celle de dire que Mirko Blagojević, ça a dû le faire. Le jour, il leur distribuait des biscuits et des chocolats, et le soir, il envoyait quelqu'un pour les malmener. Mais où est la logique la plus élémentaire dans tout cela? Dans le domaine de Brčko, dans le secteur de Brčko, nous avons eu des volontaires, mais du temps de la percée du corridor. Il y avait là-bas Branislav Vakić, il y avait d'autres individus encore, je ne peux pas me souvenir de tous les noms. Leur mission avait consisté à opérer une percée et créer un corridor pour rattacher la partie occidentale de la Republika Srpska et la partie est de la Republika Srpska et la Serbie, plus loin. Et donc ce corridor, ça avait été l'artère de survie pour le peuple serbe.
il y avait eu l'armée de la Republika Srpska, l'armée de la République de la Krajina serbe, sous le commandement de Milan Martić, etc., à être impliqués. Bijeljina. Alors, Bijeljina, c'est là qu'il y a le plus de déclarations absurdes qu'on nous a fait entendre au sujet de Bijeljina. Le procureur a tenu des discours comme si jamais rien n'avait été montré au cours du procès, comme si la totalité des témoins de l'accusation n'avaient été mis en éclat et n'avaient vécu ou connu un fiasco. On dit que j'étais dans une cafette avec Mirko Blagojević et que j'avais dit qu'il fallait nettoyer les musulmans de Bijeljina juste avant la guerre, et il y aurait eu un musulman qui se serait trouvé assis à côté et qui écoutait le tout. Mais imaginez maintenant que quelqu'un vienne mesurer le coefficient d'intelligence de M. Marcus et le mien, et détermine la différence. La différence est énorme, je ne vais pas dire au profit de qui. Peut-être est-ce au profit de M. Marcussen. Probablement est-ce à son avantage. Pour tirer les conclusions qui ont été tirées. Mais à quel point dois-je être stupide pour être à Mirko Blagojević dans un restaurant et dire à haute voix ce que nous aurions eu l'intention de faire avec les musulmans. Mais c'est des bêtises incroyables, tout ça. On a déterminé ici, partant de témoignages de témoins de l'accusation, puisque moi, on ne m'a pas autorisé à faire venir mes témoins à moi. Vous m'avez dénié mon droit statutaire au financement de la défense. Vous avez piétiné l'article 21 du statut du tribunal. Et donc, je n'ai pas pu citer à comparaître quelques témoins que ce soit. Partant donc de témoins de l'accusation, nous avons expliqué dans le détail comment la guerre a éclaté à Bijeljina. Un musulman à cheval est allé jeter une bombe sur un restaurant tenu par un Serbe. Devant le restaurant, il y avait Mirko Blagojević, il a sorti son revolver, et lorsque le musulman a jeté sa grenade, il a tiré et il a touché ce musulman à la jambe. Ce musulman est venu témoigner ici. Et ce qui m'a intéressé, c'était de savoir comment ça s'est passé pour le cheval. Dieu merci, le cheval est resté entier et n'a pas été blessé. Et le musulman, lui, il s'est gouré. Il était excité, il n'avait pas pensé à sortir le cran de sécurité. Donc la grenade, il l'a jetée, mais la grenade n'a pas explosé. Et c'est là qu'il y a eu des tirs d'échangés entre la cafette appelée Serbia, qui était avec des Serbes dedans, et une autre cafette avec des musulmans dedans. Mais ça se passait dans le centre de Bijeljina. Et dans ce règlement de compte mutuel, les Serbes ont eu le dessus. Et pour ce qui est des combats, le rôle de Arkan a été minime, presque nul. Mais pour ce qui est de ce qui s'est passé après les combats, ça c'est une autre paire de manches. Moi, je me suis attaqué dans l'opinion publique serbe pendant qu'il était vivant encore, alors que les autres n'osaient dire couac, parce que moi, je me suis attaqué à ce qu'il avait fait. Il avait pillé Janja, il avait volé un véhicule de sapeurs-pompiers, il avait sorti des millions, il a vendu des tracteurs et je ne sais quelle machine-outil ou quel engin agricole. En Serbie, personne n'osait rien dire à Arkan, même les autorités n'osaient rien faire contre lui, parce qu'il était de cheville avec des structures policières criminalisées. Il avait bénéficié de la protection de Radovan Stojić-Baja et personne n'osait rien faire contre lui. À Bijeljina, les Serbes ont pris le dessus. Mais ça aurait bien pu être les musulmans aussi. Et à Bijeljina, mis à part les quelques musulmans que Arkan a tués quand il est arrivé, il n'y a pas eu d'expulsion de musulmans. Les musulmans ont participé au combat dans les rangs de l'unité à Mirko Blagojević. Il y a eu deux bataillons ou deux brigades de musulmans qui ont été créés et qui ont été déployés face à Orašje. Orašje était habité d'une population croate. Donc, les expulsions de musulmans, c'est suite à l'initiative de Mauser que ça se produit, et d'un commandant de l'unité à Arkan,
qui s'appelait Voikan, c'était quoi son nom de famille déjà? Et c'est là que nous sommes entrés en conflit avec lui. Le procureur a présenté des communiqués signés par Mirko Blagojević au nom du mouvement tchétnique serbe, où on a condamné les mauvais traitements infligés aux musulmans. C'est le procureur qui l'a communiqué cela. Moi, je n'aurais peut-être pas trouvé la pièce en question ou les pièces en question, ou aurais-je eu beaucoup de mal à les trouver. Toujours est-il que, où est cette ligne de conduite délibérée et où est l'entreprise criminelle commune? Alors maintenant, on me dit que je me distancie de certains membres du Parti radical serbe ou tout ça. Non, il n'y a aucune manière de se distancier. Mais je suis fier de mon rôle en temps de guerre et je suis fier du rôle de guerre qu'ils ont joué eux. Mais il faut que nous tirions certains faits au clair. Et les faits disent où est-ce qu'on a envoyé des volontaires depuis Belgrade et où est-ce qu'on n'en a pas envoyé. Et vous voyez que le procureur est sournois pour ce qui est du cas de figure de Zvornik. Nous avons eu une vieille femme, une musulmane, où les Amarkans ont tué son mari et ses 2 fils. Elle est venue, bien sûr, avec un fardeau d'émotions terrible et avec une haine effroyable à mon égard, vous avez pu vous en rendre compte. Mais elle a, toujours est-il, décrit les événements de façon tout à fait fidèle. Les hommes à Arkan, dans cette cité, ont sorti tous les civils dehors, ils ont séparé les hommes, ils ont chassé les femmes et les enfants de là-bas, et ils ont exécuté les hommes. Ils ont exécuté quelques 20 hommes musulmans. Alors, elle a bien décrit comment ils avaient quitté les lieux pour aller vers le centre de Zvornik. Et devant la municipalité, le siège de la municipalité, il y a eu des hommes à Chechel qui les ont accueillis. On les a fait entrer dans des locaux. On a cherché à les apaiser, à les calmer. On leur a dit, ne craignez rien, nous ne sommes pas des hommes à Arkan, nous sommes des hommes à Chechel, vous n'avez rien à redouter. Et l'un des hommes à Chechel, des Chechelievtsi, a cassé la vitrine. C'est un délit au pénal, et il a sorti de la vitrine des chocolats et des biscuits pour les distribuer aux enfants musulmans. Cette pauvre femme a dit, oui, ils ont essayé de nous convaincre qu'ils n'étaient pas les mêmes, mais on sait que ils sont tous les mêmes. Bon, alors, de là à savoir si elle a dit les choses comme il fallait ou pas, ça c'est une autre question. Mais moi je suis fier de ce type de détails qui illustre le fait de savoir comment étaient en réalité ces volontaires du Parti radical serbe. Le procureur essaie aussi de m'offenser. On me dit que je suis un quasi-soldat. Mais moi je dis, on m'a dit que j'étais un prétendu militaire, mais ça c'est un prétendu bureau du procureur, un prétendu procureur. Moi je ne suis pas un prétendu soldat. J'ai été soldat parce que j'ai fait mon service militaire ordinaire. À compter du premier jour de la guerre, je me suis mis au service de ma patrie. De nos jours, encore dans ce tribunal de la Haye, je suis un soldat de ma patrie, qui est la Serbie. Et je suis tout à fait prêt à perdre ma vie, à donner ma vie pour ma patrie. Mais vous ne comprenez pas ce que cela veut dire. Vous ne comprenez rien, en fait. Parce que vous avez un autre système de valeurs. Ce système de valeurs est décadent. Ce système de valeurs est déshumanisé. Il se base sur rien que de l'individualisme. Nous, Serbes, nous avons une conscience individuelle et une conscience collective. Et nous cherchons à préserver jalousement l'une et l'autre. Ici, le procureur a parlé de la Grande Serbie. Et bien entendu, je me bats pour la création de cette Grande Serbie. C'est mon objectif individuel et c'est l'objectif poursuivi par le Parti radical serbe.
Mais ça n'a jamais été l'objectif de Slobodan Milošević, ni de Veljko Kadijević, ni de Blagoje Hadžić, ni de Borislav Jović, ni de Radovan Karadžić, ni de Milan Babić, ni de Milan Martić, ni de Jovica Stanisic, ni de Franko Simatović. Bon nombre d'entre eux se perdent en jérémiade après la Yougoslavie de l'époque. Ils la pleurent encore. Alors on ne peut pas nous attribuer un objectif criminel commun. Ça, c'est une conception qui est la mienne et qui est celle du parti dont je suis membre, dont je suis le fondateur, et je tiens à préserver ce fait-là de façon tout à fait jalouse. Et le bureau du procureur insiste pour démontrer que nous voulions créer une grande Serbie homogénéisée. Mais dans les documents, il n'y a aucun fondement. Qui et quand aurait dit que nous voulions une grande Serbie homogénéisée? On se réfère à Stevan Moljević. Mais Stevan Moljević, lui, n'était pas un prédécesseur du mouvement de la Ravna Gora. Mais ses opinions n'engageaient personne. Draža Mihailović s'était battu pour la réinstauration de la Yougoslavie. Il a confirmé au congrès de Ravna Gora, au village de Ba, en 1944. Et Draža Mihailović avait des voïvodes tchétniks qui étaient des musulmans et qui étaient aussi des catholiques. Niko Bartulović était un voïvode catholique. Il a été fusillé par les partisans vers la fin de la guerre dans les environs de Split. Čudo Vilović, un catholique de Makarska, a été condamné au procès de Draža Mihailović et il a purgé sa peine à Sremska Mitrovica. C'était un grand homme de lettres, Mustafa Nevalić, un musulman serbe, qu'on a jugé avec Draža Mihailović, Ismet Pupovac, un musulman serbe, voïvode tchétnik, toute une série d'autres. Le bureau du procureur se comporte comme si jamais il n'avait trouvé dans les documents qu'ils nous ont donnés dans le dossier, qu'ils nous ont fournis pour le dossier, le document programme du mouvement tchétnik serbe, programme du Parti radical serbe, qui disait que nous étions favorables à un État serbe unifié où serait englobée la totalité des terres serbes, et nous énumérons ces terres serbes. La Serbie de nos jours, la Macédoine, la Bosnie, l'Herzégovine. Quand je dis la Serbie d'aujourd'hui, avec la Voïvodine et le Kosovo, et Metohija, voilà la Voïvodine, le Monténégro, Dubrovnik, la Dalmatie, Lika, Banja, Kordun et Lika. Et nous parlons de cette unité fraternelle, de l'unité des Serbes musulmans, orthodoxes et catholiques, et des Serbes protestants, ainsi que des Serbes athées. Et nous n'arrêtons pas de le répéter, cela. Et ces documents, vous les versez au dossier, puis ensuite, vous racontez des bêtises, des sornettes. Quelle grande Serbie homogénéisée! Nous insistons sur l'unité pan-serbe, indépendamment de la confession, et nous garantissons des droits aux minorités ethniques. Nous leur garantissons la totalité des droits, mais nous nous attendons à ce que ce soit des citoyens loyaux vis-à-vis de l'État de Serbie. Et on a mentionné ici mes déclarations au sujet du Kosovo. M. Antonetti, dans son opinion divergente en application du 90 bis, a dit cela. Mais pourquoi n'a-t-on pas englobé dans l'acte d'accusation ces propos-là? Alors qu'est-ce que ça veut dire si on avance des choses qui ne sont pas l'acte d'accusation? Bien que ça soit daté d'une période qui n'est pas couverte par l'acte d'accusation, et que cela se soit produit à un endroit qui n'est pas englobé par l'acte d'accusation. Alors, qui est-ce qui a fait fausse route? Il aurait peut-être été plus facile pour vous de rendre un jugement si cela avait été englobé par l'acte d'accusation. Mais c'est trop tard. Est-ce que vous pouvez l'élargir, l'acte d'accusation? Je ne pense pas. Mais selon les règles de la haie, tout est possible. Nous autres Serbes, nous n'allons jamais renoncer à la libération du Kosovo et Metohija. Pour nous, c'est une terre serbe sainte.
Jamais. Et au Kosovo-Metohija, pourront résider la totalité de ces Albanais qui sont loyaux à l'égard de l'État serbe. Et il n'y a pas que cela. L'Albanie du Nord actuelle occupe des terres serbes. Le premier État serbe avait pour siège un site qui se trouve au nord de l'Albanie de nos jours. C'était l'État des rois serbes de Časlav, de Mihailo Bodin, de Stefan Vojislav, de Jovan Vladimir. Et est-ce que vous pensez que nous allons renoncer à cela? Les Serbes ont libéré Skadar pendant les premières guerres balkaniques. D'abord, il n'y a que les Serbes du Monténégro qui ont essayé à le faire. Il y en a eu beaucoup de tués, ils n'ont pas réussi. Puis la Serbie a envoyé une aide en matière d'artillerie, et Skadar est tombé. Puis, les grandes puissances nous ont obligés à nous retirer de Skadar et de l'Albanie du Nord. Les grandes puissances ont créé l'État de l'Albanie. Et ça va exister tant qu'existeront ces grandes puissances et tant qu'elles auront la puissance qui est la leur. Dès que cette puissance sera perdue, les choses reviendront à ce qu'elles avaient été. Voyez-vous, le commandant turc qui était le commandant de Skadar, il s'appelait Esad Pacha, un Albanais, mais il était général turc. Et à l'occasion de ces combats, il y a eu plus de 30 000 Serbes de tués. C'était surtout des Serbes du Monténégro. Lorsque l'artillerie serbe est arrivée, lorsqu'elle a commencé à tirer, il y a eu des négociations pour que Skadar se rende. Et il a été convenu que l'armée turque, avec la totalité des armes d'infanterie, quitte Skadar. Seule l'artillerie lourde, si mes souvenirs sont bons, a été laissée sur place. Et à partir du moment où les Turcs ont commencé, et parmi eux il y avait un grand pourcentage d'Albanais, quand ils ont commencé donc à quitter Skadar, les Serbes ont organisé une double file et c'était la musique militaire qui a joué pendant leur départ. C'est ça l'honneur militaire serbe. Alors, pendant cette guerre, il y avait aussi du marre communiste. Il y avait ces Serbes qui avaient perdu l'honneur militaire, enfin la notion de l'honneur militaire. Ça, ce n'est pas quelque chose dont nous nous félicitons. Mais le fait est que les autres se sont mis à violer le droit de la guerre en premier lieu, à commettre des crimes contre l'humanité. Les premiers, ce sont d'autres que nous qui ont fait cela plus que nous et ils s'en sont tirés dans l'impunité. Parmi les musulmans, combien il y en a que vous avez condamnés finalement? Lorsqu'on fait tous les calculs, personne. Et les 200 000 Serbes de Sarajevo, où sont-ils? Où sont-ils passés? Qui les a chassés de là? C'est par caprice qu'ils ont quitté leurs appartements, leurs logements? Quel est le nombre de Serbes qui ont été tués à Sarajevo, à Pofalici, à de nombreux autres endroits de Sarajevo? À Kazan de Sarajevo, les Serbes de Tuzla, les Serbes de Zagreb, où sont-ils passés? D'après les chiffres officiels, d'après le recensement, 600 000 Serbes vivaient dans l'ex-Croatie, unité fédérale. Où sont-ils? Il en reste combien? Parmi les Croates et les musulmans, il y en a combien qui ont été tenus responsables pour les persécutions contre les Serbes? Personne. Ici,
Les Croates de Bosnie, dans une certaine mesure, ont été jugés effectivement pour qu'ils perdent toute velléité de concept d'Herzeg-Bosnie. Et les Croates de Croatie, il n'y a eu que Gotovina et Markac, deux seuls à être jugés. Les autorités croates de l'époque ont trouvé que le plus facile, c'était de les sacrifier eux. Les ministres, il y en a eu combien qui ont été jugés? Aucun. Les commandants militaires de haut rang? Aucun. Comment ça se fait que Tudjman n'a pas été mis en accusation, n'a pas été jugé? Alija Izetbegović, lorsqu'il y a eu cette attaque sur la partie occidentale de la Krajina, qui a été lancée en 1995, 11 commandants croates y ont pris part. Ils ont attaqué le long de 11 axes. Et vous? Vous avez tout ramené à ces deux-là. Je ne vais pas les défendre, ces deux-là. Je vais défendre personne, d'ailleurs. Même si ce facteur de solidarité existe par rapport à toute personne mise en accusation, d'où qu'ils viennent, du Congo, de Rwanda, du Libéria, peu importe. Je me range toujours aux côtés des accusés par rapport au tribunal et au bureau du procureur. Si moi-même je suis quelqu'un qui est mis en accusation, mais où est cette justice que vous établissez, vous? Quelle est cette justice? Votre justice? Vous voulez que l'on se réconcilie dans les Balkans par le truchement de ces processus, mais quelle réconciliation? En fait, vous n'avez fait qu'attiser de nouvelles passions, des passions encore plus graves que celles du passé. Vous pensez que le peuple serbe acceptera un jour d'être jugé ici par vous, que ses représentants les plus élevés, militaires et politiques, soient jugés, tandis que d'autres s'en tirent impunément? Non. Ce n'est pas de cette manière-ci que l'on aboutira à la réconciliation. De cette manière, on attise les animosités et on engendre de nouveaux conflits à venir. Depuis la fin de cette guerre, ce qui s'est créé, c'est une Pax Americana qui ne durera pas plus longtemps que l'Empire américain. Et vous voyez bien que c'est basé sur des fondements bien fragiles. Et ce tribunal de la Haye, au lieu de jeter les bases d'un nouveau droit international pénal, en fait, sera une honte du système international judiciaire du futur. Personne ne citera cette jurisprudence, la jurisprudence de ce tribunal. Personne ne s'appuiera sur les jugements qui ont été rendus ici, parce que ce n'est pas le droit qui a servi de base ici, ce sont les intérêts politiques qui ont guidé les procès ici. Seychelles. C'est 6h30. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter pour vous reposer et reprendra demain matin. Ou, si vous le souhaitez, on peut continuer jusqu'à 7h. Vous faites comme vous voulez. Je suppose que vous avez vu que je cherchais un petit peu mes mots. Or, je n'avais pas très envie de demander moi-même que l'on s'en tienne à ça pour aujourd'hui. Je suis effectivement un petit peu fatiguée, mais ce serait une bonne chose. Ce serait une bonne chose de s'arrêter. Alors demain, nous nous retrouverons à 9h du matin, puisque l'audience est demain matin. Je vous remercie et bonne soirée. All right, we will be